Merci Thierry. Oui, je crois que c'est un sujet de pleine actualité qui nous invite à nous interroger sur des éléments démographiques, puisque nous sommes face à une loi quasi implacable. Demain, dans nos organisations, dans nos entreprises, nous aurons un enjeu majeur, c'est l'intégration de jeunes qu'on baptise de la génération Y et que je vais me permettre tout à l'heure de baptiser génération mosaïque, et j'expliquerai Thierry pourquoi. C'est une donnée socio-démographique évidente. Vous savez qu'en France, le taux d'emploi de la population située entre 55 et 65 ans n'est que de 39%, et que pour cette même fourchette, dans certains pays, je pense notamment à la Scandinavie, elle dépasse les 70%. Donc cet enjeu me semble absolument majeur. Il est d'ailleurs en pleine continuité avec nos intervenants de tout à l'heure et autour de Madame Livy Guéret-Talon, cette idée en fait d'un management qui soit pluriel et que j'appellerais interculturel. C'est donc une nécessaire prise en compte d'éléments de démographie et encore une fois la réalité est implacable. Demain, les personnes qui pousseront la porte de nos organisations sont à la fois des personnes qui poursuivent leur carrière jusqu'à un âge avancé, mais ce sont également, et on va en parler ensemble ce matin, des personnes qu'on va qualifier de la génération Y. Alors ce que je vous propose, c'est précisément de mettre un visage sur cette fameuse génération Y, sur cette jeunesse dont nous parlons. Voici en quelques sketchs un peu caricaturaux, c'est vrai, mais néanmoins ils disent bien ce que ça veut dire. En quelques sketchs donc, voici comment se développe, se présente cette fameuse génération Y. On se retrouve dans 5 minutes. Prie, asseyez-vous. Vous avez trouvé facilement? Oui, bien sûr, avec la fonction GPS de mon iPhone, pas de souci. Ah, bien, très bien, très bien. Bien, alors je vais vous remettre notre plaquette que vous pourrez consulter à tête reposée. Vous avez pas un CD plutôt? Parce que moi je suis pas très paperasse, hein, ça risque de moisir dans ma sacoche. Là. Moisir dans votre sacoche. Alors, non, nous n'avons pas de CD, mais vous pouvez surfer sur notre site internet. Déjà fait? Ah, bien. Alors, écoutez, je vous propose que nous rentrions tout de suite au cœur du sujet. Ça me va. Combien? Pardon? Tu pourras penser à mettre les devis en attente avec les autres dans ma manette? Why? Pardon? Non, je disais why, enfin pourquoi en anglais. Ah, oui, why? Parce que because, ça nous permet de mieux organiser les relances. Parce que si tu les gardes dans tes dossiers, on ne sait plus qui on doit relancer, tu vois. Ah, ok, j'ai compris, ça marche. Et donc, t'as des devis en attente? Ouais, j'en ai quelques-uns, ouais. Why? Bah, tu peux les mettre dans ma manette alors. Bah ouais, bien sûr, bien sûr. Tu le fais pas? Ah, si, je vais le faire, Mais enfin, excuse-moi, il y a juste un truc, c'est quoi une banette? Mais enfin, Michel, qu'est-ce que tu lui reproches? Bah, déjà, il croit tout savoir. Ensuite, il veut tout changer. Et enfin, il n'écoute rien de ce qu'on lui dit. Ah. Mais enfin, Kevin, qu'est-ce que tu lui reproches? Alors déjà, il croit tout savoir, ensuite il veut rien changer, et enfin il écoute rien de ce que je lui dis. Voilà. Tu as vu l'heure? Bah non, pourquoi il est quelle heure? 11h30. Moi, je suis là depuis 8 heures. Ah oui, déjà? Eh oui, déjà. Ah ok, mais alors c'est pour ça. C'est pour ça que je commence à avoir une petite dalle depuis tout à l'heure. On va pas tarder à déjeuner, hein? Mais enfin, Kevin, on peut te demander où tu étais? Bah ouais, chez moi, pourquoi? Pourquoi? Je commence à comprendre pourquoi on les appelle les Gen Y. Ils connaissent pas la gêne et ils passent leur vie à te dire Y. Et c'est indiscret de te demander ce que tu faisais encore chez toi? Bah non, télétravail. Laurent a appelé pour demander à ce que ton rendez-vous soit avancé d'1 heure. Non, c'est pas vrai, il fait chier. Quelle heure il est? Bah voilà, mais je serais allé directement, moi, si j'avais su. C'est comme ça, mon vieux. C'est un de nos plus gros clients. Hein. D'ailleurs, tu vas avoir le temps de repasser chez toi avant le rendez-vous? Hein? Non, ça risque pas, non? Pourquoi? Tu vas pas y aller comme ça. Pourquoi? Il y a un problème? Mais tu comptes pas y aller dans cette tenue, faut quand même être sérieux. Bah quoi, qu'est-ce qu'elle a maintenu?
Rien, mais... Enfin, c'est un de nos plus gros clients, quoi. Ouais, je vois pas le rapport. Tu vois pas le rapport. Tu sais ce que ça veut dire, un gros client? Bah ouais, c'est un client qui est enveloppé. Bon, enfin, qui est obèse, ouais, c'est vrai, faut dire les mots. C'est pas possible. Alors, un gros client, c'est un client qui représente... Mais je plaisante, évidemment, je sais ce que c'est un gros client. Tu me prends vraiment pour le dernier des crétins. Excuse-moi, mais pendant un moment, j'ai eu un doute. Écoute, Michel, je l'ai bien préparé, ce rendez-vous, ok? Maintenant, pour ce qui est de mon look, on vend pas du prêt-à-porter, que je sache. Donc il se contentera de ma tenue et puis basta. Bien, alors nous allons faire un point sur cette première année. Alors évidemment, l'entretien d'évaluation est un moment d'échange entre un manager et chaque membre de son équipe. L'occasion aussi de dire un peu tout ce qu'on a sur le cœur. Tu vas pas être déçu avec lui. Pourquoi? On ne fait pas toute l'année, ça? Ah si, bien sûr, mais là, on le fait de façon un peu plus formelle. Ah, ok. Enfin, moi, ça me gêne un peu, hein, le côté évaluation, là. Et voilà, toujours la même chose, toujours à tout remettre en question. Non, mais il n'y a pas de raison. Hein. On évalue ce qui s'est passé, on en ressort les points forts, les axes d'amélioration. Non, c'est très utile. Ok, faut voir. Alors, moi, ce qui m'intéresserait que tu me dises en 2 mots où tu en es et dans quel état d'esprit. Mais alors, vraiment de façon sincère. Hein. Je t'écoute. Bah, je m'emmerde. Et voilà donc, mesdames et messieurs, en quelques sketchs, ce que fait, comment se comporte cette génération Y. Alors, voici le menu de l'heure qui suit. Bien sûr, la parole sera à votre expert, et puis vous aurez également la parole, vous pourrez poser des questions, apporter également vos témoignages, de façon à échanger les expériences et à nous enrichir mutuellement. Tout d'abord, votre réaction, Philippe, sur ça correspond tout ce qu'on vient de voir? Oui, ça correspond, je crois, à la réalité quotidienne de bon nombre de dirigeants d'entreprise, de cadres. Ça m'a rappelé une expérience personnelle. À un moment du film, en fait, ça me rappelle un entretien que j'ai eu comme DRH quand j'étais au sein de L'Oréal. Et le candidat qui était face à moi, qui était un jeune diplômé, au milieu de l'entretien, m'a posé une question dont j'ai toujours le souvenir. Il m'a demandé, monsieur, est-ce qu'à L'Oréal, on doit travailler tous les jours? Alors je l'ai regardé, et là j'ai pris conscience que nous avions un autre rapport au temps, de toute évidence. C'est-à-dire que peut-être que j'aurais aimé, moi, poser la question, mais je ne l'ai jamais posée. Alors, donc ça c'est pour les images, bon, une première approche. En deuxième approche, pourrait-on sérier les différentes générations? C'est-à-dire, peut-on les classer en raison de leur âge, on dirait 22-30 ans et ainsi de suite? C'est possible? Bah oui, on va essayer de le faire, oui, tout à fait. On a aujourd'hui en fait une taxinomie, une manière de les appeler, c'est la Gen Y, génération entre 22 et 30 ans, et qui est très, très illustrée dans ce film. Je préfère les appeler, en ce qui me concerne, la génération mosaïque, et je reprends en cela une catégorie de Jean-Luc Excousseau. Pourquoi mosaïque? C'est l'idée en fait quand nous allumons notre ordinateur, c'est peut-être une façon fine de commencer à percevoir des différences. En ce qui me concerne, quand j'allume mon ordinateur, j'allume l'ordinateur et puis les choses apparaissent plein écran. Et quand je veux changer de perspective, en fait, je juxtapose, c'est-à-dire que je remplace le premier écran par le deuxième écran. Et c'est assez intéressant d'observer que pour beaucoup de plus jeunes, nos enfants, mes étudiants, en réalité, quand je les observe, ils ne sont pas dans cette logique de la juxtaposition des mondes. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont avoir en fait une juxtaposition dans un temps qui est simultané de plusieurs écrans. Et c'est pour ça que je vous propose d'appeler cette génération la génération mosaïque, qui va nous inviter à avoir une réflexion sur le temps, sur l'autorité. Génération mosaïque, d'ailleurs, vous savez, dans vos entreprises, vous le voyez bien, certains de ces jeunes réclament plusieurs écrans pour pouvoir travailler de manière simultanée. Donc ça, c'est un élément caractéristique de cette génération mosaïque, donc aujourd'hui entre 22 et 30 ans. C'est d'une certaine manière... Et on la fustige parfois pour ça, elle nous plonge dans une réalité où il y a plusieurs temps ensemble. Donc ça, c'est une première caractéristique. La deuxième caractéristique que je vois pour cette génération que j'appellerais mosaïque, j'ai entendu un patron un jour me dire « c'est une génération que je reconnais parce qu'elle vote avec ses pieds ». Alors je me suis tourné vers lui parce que je voulais avoir la signification de ceci. Il me dit « oui, regardez, quand ça leur plaît plus, ils partent ». Je crois que c'est assez vrai. Et il ajoutait, en fait, et ils font ça dans l'entreprise, mais il leur arrive aussi de faire ça dans le domaine du couple ou de la famille. Alors il évoquait bien évidemment pas tous les membres d'une classe d'âge,
il évoquait une partie de la génération mosaïque. Donc ça, c'est important aussi de le pointer. Mais voter avec ses pieds, la question que je lui ai posée, c'est mais avez-vous essayé de comprendre pourquoi cette personne est partie de chez vous? Avez-vous fait un entretien de sortie avec une vraie méthodologie? Il m'a dit oui, j'aurais dû le faire, mais j'ai pas osé, il allait trop à l'encontre de ce que je pensais de lui. Et donc ça, c'est une vraie illustration aussi d'éléments de rationalité différentes et de motivation au travail. Alors moi, ce qui me vient à l'esprit quand on essaye aussi de cerner à grands traits les éléments autour de cette génération, c'est le contexte économique. C'est-à-dire que c'est d'abord et avant tout une difficulté à trouver un emploi dans un univers de chômage de masse. Et si on doit saisir, en fait, d'un point de vue sociologique, les inégalités, on voit d'abord l'inégalité du diplôme. La difficulté qu'il y a à rentrer dans le marché du travail et de très grandes distinctions entre ceux qui sont pourvus d'un diplôme et ceux qui sont fortement diplômés et qui sont dans un imaginaire plus international. La deuxième chose aussi qui me vient à l'esprit, c'est la nature même du contrat de travail. Certains vont revendiquer d'être entrepreneurs de leur propre existence professionnelle et vont essayer d'être mobiles. Les autres vont subir des formes de flexibilité de contrat. Autre élément que je voudrais souligner, mais on l'entendait déjà dans la génération des quarantenaires que je vous propose d'appeler la génération réseau. On les baptise généralement les X, en référence en fait à un roman américain et à des enquêtes sociologiques où on ne savait pas bien les comprendre, ces quarantenaires. Et aux États-Unis notamment, on a essayé de les percevoir et on les a baptisés comme des extraterrestres. On ne savait pas bien les comprendre déjà. La chose évidemment n'est pas nouvelle. Et autour de ce que partage à mon avis la génération mosaïque et la génération réseau, c'est par exemple dans le domaine de la sexualité, les pandémies, le sida, des préoccupations tout à fait importantes qui vont jouer énormément sur leur manière d'appréhender en fait la société tout entière. Notre président, en introduction de notre congrès, a eu une réflexion, je crois, tout à fait juste. Il a dit « Cette génération demande combien ça gagne ». Alors je dirais que non seulement dans nos entreprises, elles demandent combien ça gagne, mais vous avez remarqué que si vous donnez une bonne année, une augmentation personnelle à un représentant de cette génération, généralement, il a la capacité à connaître le salaire de ses collègues et très tôt, très vite, il a diffusé l'information autour du salaire, ce que moi, de toute évidence, qui suis plus que quarantenaire aujourd'hui, je n'aurais pas fait. Alors voilà, par exemple, une illustration qui a des conséquences concrètes. Ce sont certainement des personnes, génération mosaïque, qui sont dans le souci du jugement relatif par rapport en fait à l'environnement immédiat et à partager autour des éléments de rémunération, et on en voyait quelques prolongements dans ce petit film. Il y a une autre chose aussi, moi, qui m'a frappé tout à fait positivement dans la séquence juste avant moi. C'est la question autour de la légitimité. J'interviens dans un certain nombre de contextes industriels très différents et toujours j'entends de la part des dirigeants cette génération mosaïque, elle nous questionne sur le sens du travail. Fort. J'ai envie de dire que nous aussi, les générations plus âgées, nous questionnions sur le sens du travail. Et certains ajoutent, et je crois qu'ils ont raison, c'est une génération qui questionne sur l'étoile, le sens du travail, mais qui vous questionne aussi sur le chemin que vous faites avec elle. Et qui va rentrer dans votre bureau, son temps est le sien, c'est pas forcément le vôtre, je suis sûr que vous connaissez ça. Et elle va vous questionner sur le chemin, sur le comment, pas simplement sur le pourquoi. Et elle est très exigeante sur ce pourquoi. Montre-moi que tu sais faire, toi qui n'es pas forcément plus âgé que moi et qui suis mon patron. Ça aussi, c'est une différence qui peut être intéressante pour nous à partager. C'est-à-dire que d'une certaine manière, aujourd'hui, dans les entreprises d'aujourd'hui, et c'est pour moi une vraie conviction demain, l'autorité découlera moins de l'âge que de la compétence démontrée en situation. Le sens de l'étoile et le chemin. Donc ça, je crois que c'est un élément aussi fort de cette génération mosaïque. Une autre chose que je voudrais partager avec vous, c'est mon expérience d'enseignant. Je me suis toujours attaché en fait à enseigner en même temps qu'une pratique professionnelle. Et j'enseigne depuis une quinzaine d'années dans une grande école de commerce. Quand je rentre dans l'amphithéâtre, à peu près comparable en taille à celui-là, je vais partager avec vous cette expérience. Je rentre dans l'amphithéâtre et puis je monte sur cette petite scène et je dis bonjour, je m'appelle Philippe Pierre. Qu'est-ce que font nos jeunes? Eh bien, ils font ce que vous ne faites pas pour certains d'entre vous, ils tapent mon nom. Ils tapent mon nom et ils vont chercher autour de mon nom et de mon prénom le nombre d'occurrences autour de mon nom. Alors moi qui suis quarantenaire, je dirais, ils me googlisent, mais c'est pas juste. Ils sont déjà sur d'autres moteurs de recherche. Et donc je vous propose cette idée. Un expert, un dirigeant d'entreprise existe pour eux s'il existe ici, dans l'amphi,
mais également ailleurs. C'est-à-dire s'il a été capable de fonder une certaine notoriété dans d'autres sphères professionnelles. Et ça, je crois que c'est un élément assez caractéristique des cadres et des jeunes cadres diplômés de la génération mosaïque. Alors il faut vous imaginer quand même l'exercice que c'est. C'est-à-dire que dans l'amphithéâtre, quand je rentre dans l'amphi, personne ne me regarde. Mais je vous jure que personne ne me regarde. Parce qu'ils sont tous en fait dans cette école avec quoi? L'ordinateur. C'est-à-dire qu'entre eux et moi, il y a le truchement de la machine. Et ça aussi, c'est quelque chose que je voudrais partager avec vous. On l'a bien vu dans cette petite séquence filmée. C'est un rapport au réel médiatisé par l'écran. En tout cas, dans cette école de commerce qui accepte que ses étudiants possèdent un écran pendant les cours. Et puis, à quoi je m'aperçois d'une certaine manière que je suis légitime? Je m'aperçois que je suis légitime à un moment où, et là je vous assure que j'en fais l'apprentissage chaque année, au moment où j'ai la première prise de parole du public, et en général, elle n'est pas tout à fait dans les normes du conventionnel pour moi. On me rectifie sur une année de publication d'un auteur, on ajoute en fait une dimension bibliographique, et le propos vient du fond de l'amphithéâtre, mais toujours avec une certaine bienveillance, enfin en tout cas je l'analyse comme ça. Pensez à ces jeunes qui aujourd'hui et demain vont vous questionner en fait sur l'étoile, mais également sur le chemin. C'est-à-dire qu'ils vont, et je vous propose aussi cette idée, ils vont co-construire avec nous une vérité. Le professeur dans l'amphithéâtre n'est plus en fait forcément une femme ou un homme en surplomb qui va du haut vers le bas diffuser un savoir. C'est au contraire quelqu'un en fait qu'on va voir à parité, d'une certaine manière à égalité. Et je vous assure que pour moi, chaque année j'en fais l'apprentissage. Et j'en tire même des éléments positifs. C'est-à-dire que nous allons co-construire ensemble un savoir qui va en plus être immédiatement partagé. Alors qu'est-ce que font ces jeunes diplômés? Dans la séquence de temps où je suis avec eux, ils ont créé en fait, de manière indépendante et autonome, un site intranet dans lequel tout mon cours, toutes les réactions des étudiants sont consignées. Et donc un trait pour moi assez caractéristique de la génération mosaïque, c'est de penser que ces jeunes sont dans l'immédiateté, peut-être plus que nous, et la connectivité. Ils la réclament. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'expérience d'enseignement, ils co-construisent un savoir qui va, quand ils rentreront dans leur chambre ou dans leur appartement, être mémorisé. Il y a eu une mémoire de ce que nous avons produit ensemble. Et ça, je crois que c'est tout à fait intéressant à analyser pour nous, parce que, en fait, ce sont bien souvent des personnes qui sont nées avec une télécommande dans la main. D'ailleurs, c'est peut-être la meilleure façon de penser les générations. Vous avez un DVD dans votre salon, il y a ceux qui cherchent le mode d'emploi et il y a ceux qui foncent directement ouvrir le paquet cadeau pour rentrer dans l'expérience de la machine. Et ça, je crois que c'est un trait caractéristique, à mon avis aussi, de leur façon de fonctionner. Le mode d'emploi, pour eux, il n'est plus papier du tout. Il est de toute façon numérisé dans la machine, il apparaîtra plus tard. Donc ça aussi, c'est un signe caractéristique en termes de génération que je vais appeler mosaïque. C'est l'idée qu'on est en coprésence physique avec un écran, comme l'était ce jeune dans ce petit film. Il y a des enquêtes tout à fait intéressantes aux États-Unis sur une population de jeunes qui seront demain des leaders d'opinion, de jeunes du MIT à Boston, et qui nous montrent que ces jeunes vivent aujourd'hui, alors c'est pour moi toujours un point de surprise, vivent aujourd'hui en coprésence physique avec un écran pendant 17 à 21 jours par mois. Pour eux, c'est une évidence, les cours avec les professeurs, le partage en travaux dirigés se fait forcément avec un écran. Et le soir, on va jouer. On évoquait tout à l'heure la distinction entre femmes et hommes autour des jeux. On va jouer et on va jouer à des jeux comme World of Warcraft, on va jouer à des jeux de stratégie dans lesquels on va prendre des avatars et dans lesquels on va cultiver une pluralité d'appartenance. Et je crois que pour l'entreprise, c'est aussi à réfléchir ensemble. Cette qualité qu'on aurait à offrir plusieurs espaces professionnels à des personnes qui ne veulent plus être enserrées dans ce que je vais appeler tout à l'heure le modèle de la loyauté. D'une certaine manière, un modèle qui s'étiole d'emploi à vie et que nous ne pouvons pas proposer ou plus proposer. Donc là, moi, j'insiste beaucoup sur ce point. C'est d'une certaine manière une vision du monde qui est médiatisée par l'écran. J'ai autour de moi un certain nombre d'écrans, je me vois d'ailleurs en réalité augmentée. Je suis, moi qui suis quarantenaire, déjà dans cette perspective de coprésence à l'écran. Mais je pense qu'il y a du point de vue de la formation, du point de vue des recrutements, pensez aux jeux dits sérieux qui permettent de recruter des candidats sans passer par l'entretien de face à face. Il y a une vraie révolution, un vrai changement en tout cas dans cette virtualisation des rapports. Et puis, on évoquait ce matin le temps. Moi, je dirais que si je devais définir ces personnes,
c'est gros coup de collier et journée off. Gros coup de collier parce que le temps est le leur, et journée off parce qu'en fait, ils ont intériorisé l'idée d'un temps décomposé autrement que le nôtre, que je vais qualifier de polychrone. C'est-à-dire que pour eux, le temps n'est pas linéaire, il ne se découpe pas en passé, présent, futur. Quand nous allons, nous, chez le médecin, en général, on est dans une salle d'attente et on attend le diagnostic de l'expert en face à face. On est dans une perspective monochronique. Ce n'est pas leur perspective. D'ailleurs, dans la salle d'attente, vous avez remarqué, on ne parle pas aux autres autour de nous. On s'enferme dans une revue assez poisseuse et on coupe la communication. Ce n'est pas leur mode d'appréhension du temps. Je crois qu'ils ne sont pas monochroniques. Ils assument une vision polychronique. Et mes jeunes étudiants, en fait, qui partagent avec moi le savoir dans l'amphi, en fait, cultivent ça, revendiquent ça. Donc ça, c'est quelques traits, Thierry, de la génération mosaïque. Je dirais aussi, et notre président le disait en introduction, certainement aussi une logique donnant-donnant, contractuelle. Qu'est-ce que je puis apporter et qu'est-ce que l'entreprise m'offre? Alors si j'approfondis un petit peu, je dirais que ça pose 3 questions pour ces 22-30 ans. La première, c'est, et ça fait naître chez eux ce que j'appelle le complexe de l'imposteur. Je sais que je ne sais pas, mais j'en parle à personne. Parce qu'il y a chez eux, ces jeunes diplômés de la génération mosaïque, beaucoup d'incertitudes sur leur capacité à faire et beaucoup d'interrogations sur notre capacité à les intégrer. Complexe de l'imposteur. Je sais que je ne sais pas, mais j'en parle à personne. Donc nous avons notre responsabilité de proposer un espace pour que ces personnes se mettent en mots, se racontent, puissent exprimer cette féminité ou cette fragilité revendiquée peut-être chez eux par les plus jeunes. Alors 3 questions que j'ai consignées pour nous. La première, c'est « suis-je capable d'assurer mon existence de manière autonome ?» Alors ça renvoie à l'image d'Épinal, au film Tanguy. Vous vous rappelez de ce film? Alors c'est très trompeur le film Tanguy, parce que si vous vous rappelez du confort de l'appartement et du statut social des parents, c'était des personnes qui étaient tout en haut de l'échelle sociale. En fait, ce que l'on constate, c'est que l'absence de diplôme, l'augmentation du coût du loyer, j'avais ici une illustration de l'auberge espagnole, on est déjà dans une idée de la colocation du fait des prix du loyer. Eh bien tout ça en fait concourt d'une certaine manière au fait que la jeunesse s'allonge. La jeunesse s'allonge. Et la deuxième chose aussi que je voudrais dire, c'est que les repères traditionnels de rites de passage, le service militaire, le mariage, le premier enfant, sont perturbés également. Donc on est dans un monde, non pas compliqué, mais certainement complexe, mais formidablement passionnant. Formidablement passionnant par sa complexité. Ce brouillage des repères nous invite à penser l'intelligence de l'autre, et l'autre, en l'occurrence, c'est cet autre plus jeune. Donc autant d'éléments, à mon avis, qui caractérisent à grands traits cette génération que je vous propose d'appeler mosaïque et qui nous amène de toute évidence à d'autres formes d'exercice de l'autorité. Alors, à grands traits, encore une fois, Thierry, je voudrais dire qu'il y a pour moi 4 autres générations. Les quarantenaires, je vais les appeler la génération réseau. Alors eux, ils ont connu les 30 piteuses. Les plus âgés auraient connu, nous dit-on, les 30 glorieuses. Alors je m'arrête sur ce point. Ne confondons pas classe d'âge et génération. Si vous êtes né à Longwy après-guerre, vous allez vivre la désindustrialisation massive et vous allez vivre une période très très difficile. Donc on a toujours l'image en fait de baby boomers, c'est le nom qu'on donne à ceux qui sont nés après-guerre, de personnes qui cherchaient un job le vendredi et qui en trouvaient un le lundi. C'est peut-être vrai pour certains, c'est pas vrai pour tous. Donc la génération réseau, moi je vous propose cette idée. La génération réseau, elle rentre quand sur le marché du travail? Elle rentre dans les années 90. Eh bien, dans les années 90, il y avait également un chômage important, comme nous le savons, et il y avait également un chômage qui touchait les jeunes cadres. Et je voudrais m'arrêter sur ce point, parce que la différence que je constate, moi, dans les écoles où j'enseigne, qui sont des grandes écoles, et les années 90, c'est que vous avez aujourd'hui une très grande segmentation entre écoles du haut du panier, supposées particulièrement sélectives, et écoles juste en dessous. Vous pouvez avoir dans certains campus 14 000 offres de stage à une population de 300-350 jeunes. Donc pour les écoles qui sont étiquetées le plus haut. Et puis en dessous, de fortes différences. Eh bien, dans les années 90, ces personnes qui étaient diplômées de ces écoles pouvaient être, on s'en souvient, pour certains mois, au chômage. Et ça, pour moi, c'est une vraie préoccupation. Je pense que là, il y a une réflexion à avoir tous ensemble sur l'évolution de notre société. Premier élément, segmentation d'une certaine manière et renforcement des inégalités entre ceux qui ont
place en haut et ceux qu'on place en bas. Deuxièmement, et la génération mosaïque des plus jeunes, 22-30 ans, en a parfaitement conscience. Il y a, d'une certaine manière, la fin de l'ascenseur social. C'est-à-dire que ceux qui sont en bas n'ont pas forcément les chances de parvenir au milieu, et les enfants de ceux qui sont en haut n'ont pas l'assurance du tout de rester dans leur position professionnelle. Alors ça, je crois que ça renforce, non pas le pessimisme, je crois, mais la profonde inquiétude de cette génération à la fois mosaïque, et puis certainement aussi la génération réseau, qui a connu, elle, la fin du modèle de l'emploi à vie, parce que souvent ces parents ont été placés sur le côté à l'âge de 52, 53, 54, 55 ans, et ça les a marqués. Alors, si je continue dans la description de la génération réseau, donc qui entre sur le marché du travail dans les années 90, on dit parfois que c'est la génération Françoise Dolto. Alors ça, je trouve ça assez amusant, parce que je crois que ça a des conséquences sur l'entreprise. Ça serait la première génération, en fait, où les mamans et les papas, Livy, ont, d'une certaine manière, placé la poussette ou le landau de côté et auraient pris leur enfant à même le corps. Et ça exprime l'idée que, d'une certaine manière, il y a un contact rassurant, physique, avec l'enfant, et que ces personnes qui sont nées dans les années 70, qui sont rentrées sur le marché du travail dans les années 90-95, s'en souviennent un peu. Et qu'elles attendent peut-être du monde de l'entreprise d'être aussi un lieu d'expression des émotions. Je dis ça parce que je vais vous livrer une confidence que je partage de temps en temps. J'ai vu mon papa, moi, pleurer 2 fois, publiquement, en dehors d'événements tragiques. La première, c'était la défaite de l'équipe de France face à l'Allemagne à Séville, où la France avait perdu après l'épreuve des pénaltys. Et la deuxième, c'est très caractéristique de cette génération réseau, c'était la fin du film E.T., vous vous souvenez, Génération X, l'extraterrestre. L'extraterrestre repartait dans son pays d'origine. Et là, en fait, j'ai saisi mon père, nous étions 2 frères, et mon père, en fait, était de toute évidence dans un sentiment où il voulait masquer ses émotions. Ben là, je crois qu'on est dans quelque chose de tout à fait intéressant. La génération mosaïque, les plus jeunes, ont envie que des dirigeants expriment non seulement une part de leur féminité, mais certainement une part de leur émotion. Et tout ceci est profondément culturel. Quand j'ai travaillé au Japon, il nous arrivait, les mois difficiles, d'avoir des directeurs commerciaux qui se contraignaient pour exprimer quelques larmes. En France, quelqu'un qui pleure, c'est quelqu'un en fait qui n'est pas susceptible de diriger les équipes. Et donc, par rapport à tout à l'heure l'intervention tout à fait intéressante et les témoignages, je dirais que là, il y a un vrai changement aussi dans le registre du sentiment et dans le registre de l'émotion. Génération Françoise Dolto, alors si on est véritablement taquin, on dit génération bisounours, parce qu'en fait, c'est vraiment une génération qui a besoin, à un moment donné, d'exprimer peut-être cette part d'émotion. Génération réseau, née dans les années 70, il y a quelque chose de très paradoxal. C'est la fin de la croissance économique, double choc pétrolier. C'est le plébiscite du mariage, mais en même temps l'augmentation forte des taux de divorce. Ce n'est d'ailleurs pas eux qui ont initié le mouvement, c'est la génération précédente, ceux qu'on pourrait qualifier de baby boomers, et que je vais appeler la génération naturelle, en lien avec l'idée qu'elle se fait de son principal capital, c'est-à-dire l'usage de son corps, parce qu'elle a envie de vivre plusieurs vies, la génération naturelle. Un peu d'ailleurs comme la génération mosaïque, il y a peut-être un pont et des liens à faire. Cette génération réseau, donc née dans les années 70, c'est la fin de la croissance, c'est la fin du bipolaire, Est-Ouest. C'est-à-dire qu'on passe d'un rapport Est-Ouest à un rapport multipolaire. Et de ce point de vue, on voit l'usage important des nouvelles technologies. C'est la génération qui fait aujourd'hui le succès des réseaux sociaux, Facebook, Viadeo, Names, peut-être Mythique dans l'expérience sentimentale. C'est-à-dire que c'est elle, en fait, qui très tôt, très vite, a commencé à exprimer ses émotions dans un contexte, par exemple, de colocation, quand on faisait des études. Et vous vous souvenez de ce feuilleton américain qui s'appelait Friends. Le feuilleton américain Friends, toute l'intrigue est autour d'un canapé, et on va comme ça diffuser en fait autour du canapé son sentiment. Alors c'est une génération, à mon avis, pivot, parce que prescriptrice dans les actes de consommation par rapport à la génération plus âgée. Et alors on y vient. La génération plus âgée, Thierry, je propose donc de l'appeler la génération naturelle. Alors dans les têtes, moi qui suis un tout petit peu plus jeune, c'est la génération que je vais accrocher à l'imaginaire mai 68. C'est-à-dire certainement de manière trop rapide, c'est l'idée d'un droit au bonheur, le BBI,
C'est l'idée de la libéralisation des mœurs. C'est l'entrée, bien évidemment, des femmes, non seulement sur le marché du travail, mais également de première prise de position dans des comités de direction. C'est la génération, donc, de l'accès massif des femmes à l'emploi. C'est aussi l'idée, moi j'y suis très sensible, c'est l'idée en fait que pour ces personnes, et alors là, je ne sais pas si c'est une question de genre, ces personnes qui ont aujourd'hui 60 ans, pour moi, la vie va recommencer, presque comme dans la chanson de Johnny Hallyday. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de boucle que nous pouvons faire sur notre existence parce que dans nos têtes, on ne se considère absolument pas comme âgé, absolument pas comme Victor Hugo photographié par Nadar. Vous vous souvenez de cette image? Il a 60 ans et aujourd'hui, il nous paraît en avoir 90. Donc, en rien touché par la vulnérabilité, par la fragilité. Et cette génération naturelle, j'insiste, naturelle, le corps est son principal capital, l'entretien du corps. C'est bien sûr la génération aussi qui est au pouvoir. C'est celle qui occupe les places dominantes. C'est celle qui a milité dans l'entreprise. Je vous propose cette idée pour la libre expression du potentiel de chacun. Le coaching, c'est elle qui fait en partie son succès, qui l'a même réclamé. Le brainstorming dans les méthodes d'analyse, je dirais, de nouvelles idées. On peut penser également au participatif dans l'ordre de la production, à la boîte à idées sur les chaînes de montage automobile. Et là, ce que j'observe, c'est qu'il y a certainement des ponts, des correspondances à faire entre cette idée de la libération du potentiel de chacun et puis ce jeune qu'on vient de voir, Thierry, sur ces images. Lui aussi, d'une certaine manière, il est dans un équilibre entre individualisme, mais il se raccroche à un réseau. Et je crois qu'il y a au milieu une génération qui ne partage pas forcément ces codes, et ça sera un élément pour moi intéressant de dialogue avec vous. Alors c'est aussi cette génération naturelle, née autour des années 40, 45, une génération qui est coincée entre des parents qui vieillissent, donc l'idée de la dépendance, et puis des personnes dont il faut, parce qu'elles peuvent souffrir sur le marché du travail notamment, dont il faut assurer les cautions, l'argent de poche, un certain nombre de données financières qui sont des données d'aide et de bénévolat. Et ça, cette génération naturelle, je trouve que c'est intéressant aussi de penser que c'est une génération qui utilise Internet depuis des années et des années et des années. Donc qui est pleinement aussi dans la vie et qui est pleinement dans la vie du numérique. Et puis dernière génération qui normalement n'est plus dans nos organisations, c'est la génération que j'appelle héritage, reprenant ainsi la catégorie de Jean-Luc Excousseau. Héritage parce que c'est la dernière génération qui était en mesure peut-être de proposer un héritage matériel. Et puis vous vous souvenez, quand elle est rentrée en fait en retraite, elle avait un niveau de vie au moins égal aux actifs. Et c'est l'une des dernières générations qui a eu ce privilège. Donc génération héritage, c'est véritablement la génération des 30 Glorieuses. C'est la génération aussi de la raison. C'est-à-dire sa grille de lecture, c'est la reconstruction de la France, c'est l'État, le progrès, la place de l'ingénieur, le souci du label, de la garantie, le souci du médecin qu'on va voir forcément, donc d'une forme de rationalité qui peut être en distinction avec une forme de relationnalité de la génération mosaïque. Et là, il y a quelque chose aussi, à mon avis, à penser. Et puis, c'est la génération des grandes messes de famille, si tout se passe bien, c'est-à-dire qu'elle trouve du plaisir à être en co-présence physique et à enserrer le dimanche ses enfants, ses petits-enfants. Alors, vous voyez Thierry, il y a pour moi 4 générations, et puis il y a, si je fais preuve de mauvais esprit, il y a une 5e génération, mais je vais partager ça avec vous. C'est vraiment les plus âgés, et c'est absolument pas charitable. C'est la génération qu'on baptiserait la génération des métaux, parce que cheveux argentés s'il leur en reste, dents en or, cœur en titane et noces de diamant. Mais ça, c'est vraiment pas charitable. Et la génération des métaux est pour moi en fait le prolongement de cette génération héritage. Alors les trois questions, je reviens une seconde sur les 3 questions de cette génération des 22-30 ans, des jeunes. La première, c'est: suis-je capable d'assurer mon existence de manière autonome? Puis-je apporter une expertise quelconque et accéder à une reconnaissance mutuelle dans l'entreprise? La deuxième, c'est: où est ma place dans cette entreprise qui privilégie les procédures sur l'affectif? Et suis-je absolument seul ou pas dans ce système? Donc ça, je crois que c'est des vraies préoccupations chez eux que j'entends chez mes étudiants, j'entends chez de jeunes cadres, et qui font naître parfois ce que j'appelle le complexe de l'imposteur. Je me sens seul, mais je ne sais pas à qui
vers qui je peux me tourner. Ce qui d'ailleurs met en avant la force du tutorat, du parrainage, et cet enjeu absolument majeur de lien entre les générations. Et je dirais en fait sur ce point que pour ces 4 générations, il y a évidemment une permanence pour un dirigeant, c'est d'avoir du fond. On veut vous questionner sur le sens que vous donnez à l'organisation et à votre entreprise, du fond. C'est d'avoir de plus en plus de la forme, et je trouve que le film l'illustre très bien, le souci esthétique, le souci d'immédiateté des choses, d'avoir de la forme. On peut parfois fustiger autour de la société spectacle, mais en tout cas, c'est cette idée de l'immédiat. Et puis avoir du tréfond. Avoir du fond, avoir de la forme et avoir du tréfond. C'est-à-dire continuer de parler avec ses tripes, continuer en fait d'agir et d'avoir envie de transmettre. Et ça, je crois que cette génération sera toujours au rendez-vous de cette sincérité de la transmission. Et je dirais que autant il y a une énigme de la vieillesse, c'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas quand elle finit, mais quand elle commence. Il y a aussi une énigme de la jeunesse. La jeunesse aujourd'hui s'allonge, les repères se brouillent, et donc je crois qu'on a une belle responsabilité pour faire en sorte que cette question intergénérationnelle soit une question, Livy, interculturelle. C'est-à-dire que nous puissions en fait nous dire que le talent n'a jamais d'âge. Rimbaud a perdu son talent poétique à l'âge de, Thierry, 18 ou 19 ans, je crois. Chateaubriand a écrit Les Mémoires d'Outre-Tombe à 78 ou 79 ans. Gustave Eiffel a vu la fin de la construction de sa tour à l'âge de 58 ans, et Pasteur a inventé le vaccin antirabique à 63 ans. Donc je m'empresse tout de suite de dire que si on peut essayer de trouver des traits caractéristiques des générations, le talent n'a pas d'âge, et surtout, ne confondons pas génération, au sens où je viens de le définir, et classe d'âge. Je crois qu'il y a, et je veux partager cette idée avec vous, je crois qu'il y a plus de différence au sein d'une même classe d'âge, de 20 ans, dans le rapport à l'inégalité, dans le rapport aux discriminations, dans le rapport aux capacités d'intégrer une entreprise, qu'entre les générations elles-mêmes. Et ça, je crois que c'est un point sur lequel on pourra revenir au cours du dialogue, parce que ça me préoccupe beaucoup, cette idée en fait qu'il faut toujours en fait éviter les catégorisations, mais en même temps elles nous sont utiles pour aller à la rencontre d'autres, et l'autre est ambivalent, l'autre est inconnu, l'autre est différent, l'autre nous semble pessimiste, oui, et en réalité il y a en lui en fait des trésors d'inventivité qui vont lui faire gagner de la confiance. Alors, j'ai quand même une question. Si je me mets à la place des chefs d'entreprise, au moment où j'embauche un jeune, je Oui. souhaite en tous les cas embaucher un jeune, y a-t-il de sa part une volonté au moins d'intégrer l'entreprise, j'ose le mot, de faire carrière, ou en tous les cas d'être fidèle, tu as dit tout à l'heure, loyal, oui, à l'entreprise. Y a-t-il cette notion-là, ou bien est-ce qu'il y a une volatilité de telle sorte que moi, chef d'entreprise, je ne peux pas compter sur lui? Je crois qu'on peut compter sur lui, mais pas de la même manière qu'hier. C'est-à-dire que je vais vous proposer en fait l'idée suivante, et que j'entends souvent chez des dirigeants de PME. Ils me disent, moi, vous savez, d'abord, j'ai des équipes restreintes, et quand une personne me quitte, j'ai pas le plan de succession. Donc, il faut miser sur la bonne personne. Et ces personnes me disent, j'aime bien en fait intégrer une ou deux ressources jeunes en âge, mosaïques, parce qu'ils entraînent le reste de mon équipe. Ils nous invitent à nous casser les os de la tête. Ils nous invitent en fait en certaines situations à des choses qui sont totalement inhabituelles. J'étais à Laval hier, dans un réseau patronal, et un des dirigeants me dit, vous savez, j'ai embauché une jeune femme de cette génération dont vous me parlez. Vous savez ce qu'elle a fait? Au bout de 3 jours, elle m'a tutoyé. Vous savez ce qu'elle a fait? Nous, on se rassemble toujours dans le même restaurant, en fait, et on a toujours les mêmes places. Eh bien, vous savez ce qu'elle a fait? Elle s'est mise à côté de moi. Ben, c'est la place de ma femme. Enfin, il va falloir que je lui explique. Donc, la première chose, pour répondre à votre question, Thierry, c'est que je crois que cette génération nous invite à nous casser les os de la tête, c'est-à-dire à changer de paradigme. Elle nous invite à changer le sens qu'on donne aux rites d'interaction, aux normes de politesse, à la façon de saisir le sens. Alors, pour moi, il y a 3 modèles. Il y a 3 modèles qui coexistent aujourd'hui dans nos entreprises. Il y a un modèle, en effet, Thierry, qui serait le modèle de la loyauté ou de la fidélité contrainte. Je rentre dans ton organisation et il y a une sorte de contrat implicite entre toi, chef d'entreprise, et moi. Moi, salarié, je vais beaucoup m'impliquer, très fort, et en échange, tu vas me procurer de la sécurité de destin. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas être capable de me dire ce que je vais devenir à 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et on voit bien là la permanence d'un modèle culturel peut-être français, qui est une logique d'emploi à vie et qu'on pourrait qualifier de loyauté. Alors on sait définir précisément les tâches,
on sait qui est chef et qui le sera. En général, on aime bien les hauts potentiels, c'est-à-dire les gens qui nous ressemblent. On aime moins les talents des personnes qui sont excellentes, mais différentes un petit peu. Un talent, c'est quelqu'un qui ne nous ressemble pas tout à fait. C'est quelqu'un qui va nous inviter à faire entrer dans notre organisation de l'innovation. Un haut potentiel, il a beaucoup d'avantages parce qu'en fait, il échange de la conformité contre de la sécurité de destin. Il est bien dans ces modèles de la loyauté. Alors, cette permanence du modèle de la loyauté, elle structure fortement nos esprits. Je crois que ça continue de vivre. Mais enfin, le modèle s'étiole. Deuxième, à mon avis, catégorie de pensée, qui est non seulement dans la tête des mosaïques, mais qui est certainement aussi dans la tête des générations réseau et naturelles, eh bien, c'est l'idée, en fait, que c'est plus l'organisation ou le patron qui fait ta carrière, c'est le marché du travail. Et donc, tu vas t'attacher à cultiver des ressources en allant vendre ta force sur le marché du travail. Alors ça a fait le bonheur des chasseurs de tête pour les cadres dirigeants. Ça a fait en fait aussi le bonheur de ceux qui ont pu vivre une mobilité géographique, sociale ou professionnelle. Alors ça, c'est le modèle que je vous propose d'appeler le modèle de l'employabilité. C'est le marché du travail sectoriel dans lequel vous allez vous investir et qui, d'une certaine manière, va faire votre carrière. Alors ça, je crois, Thierry, que ce modèle continue aussi d'exister. Moi, je suis frappé du nombre d'étudiants d'il y a 10 ans qui me questionnent aujourd'hui sur leur carrière. Ce n'était pas vrai il y a 10 ans. Je le demandais aux professeurs plus anciens. Aujourd'hui, dans les fonctions que j'occupe, à Dauphine notamment et à l'ESSEC, je suis, mais constamment, et je le fais de bonne grâce, je suis constamment questionné en fait sur le climat social des entreprises, sur la qualité du sens de la responsabilité sociétale, sur ce qu'on y vit et surtout en fait ce qu'on y apprend et la manière dont on apprend à apprendre. Et je voudrais m'arrêter sur cette idée, c'est qu'un des traits caractéristiques de la génération mosaïque, c'est qu'elle recherche en fait des terrains d'employabilité où elle apprend et apprend à apprendre. Ça, j'en suis convaincu, notamment chez les jeunes diplômés. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même une vraie révolution. C'est pour une PME l'idée qu'on pourrait avoir de faire partir quelqu'un parce qu'on n'a pas à lui proposer en fait le poste d'après, mais le faire revenir. Et le faire revenir systématiquement, sans se poser la question de savoir si ça peut perturber fortement le système social. Donc la personne part sur le marché du travail ailleurs et revient. Et donc ça, c'est une vraie transformation. Le modèle de la loyauté était plutôt dans un modèle loin des yeux, loin du cœur. Loin des yeux, loin du cœur. Nous sommes une famille, et la famille, d'une certaine manière, au sens clanique. Nous n'ouvrons pas les portes, nous restons entre nous. Alors ça, c'est intéressant, parce que le modèle de la loyauté, c'est l'entre-soi. Le modèle de l'employabilité, c'est la mobilité assumée. Et puis je crois qu'il y a un troisième modèle, qui est à mon avis celui de la génération mosaïque, en tout cas qui utilise les réseaux sociaux notamment. Je crois que dans ce modèle que je vais qualifier de communauté de métier, ce n'est pas l'organisation qui fait ma carrière, ce n'est pas tout à fait le marché du travail, c'est l'inscription qui est la mienne dans un réseau de professionnels qui me reconnaissent comme grand ou appelé à être grand. Et en cela, on revient complètement, de mon point de vue, à des modèles professionnels comme les géologues, les géophysiciens, l'ordre des architectes, l'ordre des avocats, c'est-à-dire des ordres où on peut penser les échelles de justification, du petit et du grand, à l'intérieur d'une communauté de métiers. Et en cela, ça complexifie notre problématique. On les croit zappeurs, on les croit surfeurs. Moi, je les vois aussi comme des personnes qui veulent s'inscrire dans la continuité, non pas d'une entreprise, non pas forcément d'un secteur, mais dans la continuité d'une communauté de métiers. Alors là, on est dans le réseau de réseaux. Et moi, je vous propose aussi cette idée, c'est que la génération Y ou mosaïque, elle essaye, autant que faire se peut, d'être à la jointure des réseaux, dans le réseau de réseaux. Et ça me frappe beaucoup. Elle co-construit sa carrière. Et elle va vous demander éventuellement de co-construire sa carrière avec elle pour revenir chez vous après. C'est un sacré changement, une sacrée évolution, et ça nous invite à de nouveaux réflexes. Est-ce qu'on peut être grand là où on a été petit? C'est-à-dire qu'en partant dans une autre entreprise et en revenant, on peut être grand là où on a été petit, par exemple. C'est une vraie question qui est absolument essentielle pour nous, d'intégration de personnes qui ont acquis ailleurs que chez nous de nouvelles compétences. Autre réflexion en t'entendant, d'accord, cette jeunesse, génération mosaïque,
veut entreprendre, elle veut apprendre à apprendre, Ouais. elle veut pouvoir partir pour mieux revenir enrichie d'une expérience qu'elle a eue à l'extérieur. Quelle est sa position vis-à-vis de la famille? Quelle est sa position vis-à-vis du temps présent? Est-ce que ce temps présent est vécu comme tel, ou bien est-ce que le futur, par exemple, est un concept qui, selon elle, est là uniquement pour détruire la passion qu'elle a de vivre l'instantanéité? Oui, je crois que le futur a du sens pour elle, mais pas tout à fait dans la même perception du temps que la nôtre. Il me semble que, je prenais l'exemple tout à l'heure du médecin, quand on nous annonce chez le médecin, on est culturellement éduqué pour ne pas parler dans la salle d'attente et pour attendre le diagnostic d'un homme ou d'une femme qui va délivrer un diagnostic en face à face. On est dans ce qu'on pourrait appeler un temps monochronique, séquentiel. Et d'ailleurs, ce matin, Livy, vous évoquiez en fait ce lien entre les séquences et l'obligation de réussite dans notre société. Je dirais, si j'étais taquin, qu'à 50 ans, si j'ai pas ma Rolex, j'ai loupé ma vie. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une sorte d'injonction à réussir qui ne correspond pas, ou pas tout à fait, hein, vous vous rappelez de la phrase de Jacques Séguéla, qui était inopportune, mais en tout cas qui correspond bien à cette idée-là. C'est-à-dire, en fait, on découpe le temps existe, on le porte au poignet d'ailleurs, et on va juger de la réussite de quelqu'un à partir des oripeaux apparents. Ça, c'est une perspective monochronique. Je crois qu'elle n'est pas celle, non seulement des quarantenaires, mais peut-être pas non plus du tout de ceux qui sont aux portes de notre organisation. Alors eux, ils sont, à mon avis, dans une perspective polychronique. D'une certaine manière, ils vont chez le médecin, mais ils savent que le marabout peut aussi donner son sentiment. C'est-à-dire que... et puis d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont, avant sur Internet, regarder ce dont ils souffrent, et puis ils vont co-construire le diagnostic avec l'expert. Hein. On fait ça, ou nos enfants font ça. Alors là, on est dans un rapport au temps différent, on est dans un rapport à l'expertise aussi différent. Le statut du médecin n'est pas le même, le statut du professeur n'est pas le même. Et on est dans un rapport à l'espace social aussi différent. Je voudrais dire un mot parce que là-dessus, sur l'espace social et la dimension culturelle. Je présente ces générations comme si elles étaient hors sol, c'est-à-dire qu'elles étaient détachées des enracinements culturels. C'est une erreur. C'est-à-dire qu'au Japon, aux États-Unis, dans les pays de la triade, il y a certainement des Gen Y, des mosaïques qui vont partager ces traits de culture, mais ils sont une partie de la génération. Et dans leur manière de faire, ils sont quand même différents de nous. Je voudrais prendre une anecdote que j'ai en tête. J'avais été obligé d'accueillir un jeune thésard américain dans mes années où moi-même j'étais en thèse, et c'était mon professeur qui me l'avait demandé. Et puis j'habitais un petit studio de 11 mètres carrés du côté de la Bastille, et assez bêtement, j'étais certainement dans une logique de l'honneur qui consistait à me dire que j'allais déchoir si je proposais en fait de venir chez moi, qui n'était pas naturel pour moi. Hein. Faire venir pour un Français un collègue qu'on ne connaît pas chez soi, c'est un exercice interculturel déjà. Et puis cet homme de mon âge à l'époque arrive chez moi et nous commençons à converser. Alors, moi dans un anglais approximatif, mais enfin j'arrive à me faire comprendre. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions de la même génération. Eh bien, dimension de l'espace, complémentaire de celle du temps. Au bout de quelques minutes, mon téléphone sonne. Et mon téléphone sonne dans la petite salle de bain d'à côté. On n'était pas au temps du téléphone portable. Je vais prendre l'appel et je laisse cet Américain seul. Qu'est-ce qu'a fait cet Américain? Au bout d'une dizaine de minutes. Hein. Il est allé dans ma cuisine et il s'est servi, ou plutôt il a voulu se servir, une bière. Et là, on est au cœur pour moi d'un mécanisme de compréhension fin de ce qu'est l'espace social. Pour moi, ma cuisine, mon frigo, c'est mon ventre. Et c'est du point de vue de l'espace, un espace intime. Et ce garçon de même génération, pour lui, si un Français accueillait bien, selon les us et coutumes, un Américain, il était évident que le Français aurait dû penser à mettre au moins 2 bières au frigo. Et alors là, je voulais partager ça avec vous parce que, attention à une lecture générationnelle un peu hâtive, enrichissons-la d'une lecture culturelle un tout petit peu avisée, c'est-à-dire que les générations sont certainement à géométrie variable et à enracinement variable. Et alors après, on a quand même sympathisé avec ce jeune étudiant américain, mais au fur et à mesure de mes conversations, j'avais besoin en fait de quelqu'un qui m'explique comment il fonctionnait, de décoder, de décrypter ses manières de faire. Et avec la génération mosaïque, pour un chef d'entreprise, je crois que c'est la même idée.
Interrogeons-nous en fait quels sont les médiateurs, quels sont les passeurs entre eux et nous. Quels sont ceux qui peuvent nous aider à décoder, décrypter leur manière de faire? Ils ne sont pas forcément nombreux, ou en tout cas on ne sait pas forcément les faire naître au sein de notre organisation. Je crois que c'est une idée, enfin plus qu'une idée d'ailleurs, un véritable projet collectif de penser les différences de temps. Les mosaïques seraient dans un temps simultané, les réseaux seraient dans un temps juxtaposé, et puis les autres générations seraient dans un temps linéaire. Acceptons ça. L'espace social, la figure d'autorité. Je crois qu'on est vraiment dans un passage de la pyramide au réseau, et de la pyramide au réseau et au réseau de réseau. Je crois qu'on est d'un passage d'un modèle du commandement au modèle de l'influence, mais qui marque les esprits, mais qui au terrain, dans ce qui est institué au terrain, est encore à construire ensemble. Et ça, ce challenge-là, moi je l'appelle interculturel. Et il invite en fait à saisir cette intelligence de l'autre, c'est-à-dire pouvoir vivre avec ces jeunes des moments en fait de co-apprentissage. Je donne un exemple très simple que font certains chefs d'entreprise et que je trouve très intéressant. Par rapport à l'idée de l'apprentissage de la bureautique, eh bien, ils obligent une personne expérimentée à travailler avec un plus jeune pour casser les idées reçues, pour casser par exemple le préjugé que quelqu'un de plus âgé ne connaîtrait rien en informatique ou en bureautique. Et on oblige à travailler ensemble. Et ce faisant, on se transmet du savoir et du partage d'expérience. Donc là, je crois qu'il y a, Thierry, un vrai enjeu pour nous tous d'intégration opportune de ceux qui ne nous ressemblent pas. Et ça, c'est la diversité. Mais attention, la diversité, pour moi, c'est le caractère de ce qui est varié. Est-ce que c'est un idéal? Je ne suis pas sûr. Je crois que l'idéal, ça serait de construire de l'égalité, non pas de traitement, mais l'égalité des chances. C'est-à-dire passer de la diversité comme photographie de notre entreprise à de l'interculturalité comme sens du film que l'on déroule. C'est-à-dire avoir accès à ce que les gens pensent, disent, dans des rapports, en fait, je dirais, de proximité. Et ce dont je suis absolument certain, c'est que la génération mosaïque dont on parle a besoin d'un management de proximité. Elle a besoin qu'on ait des repères, qu'on lui donne des repères. Elle a besoin d'un mur vertical pour pouvoir entreprendre. Ça, j'en suis absolument convaincu. Je crois que c'est un élastique et qui est efficace, efficient, si vous le tendez. Donc il ne faut pas, de mon point de vue, et je le vois dans le rapport à mes étudiants, je l'ai vu comme DRH en entreprise, je crois qu'il ne faut absolument pas avoir peur d'offrir une verticalité, d'assumer le fait qu'on a été le produit du modèle de la loyauté pendant des années, qu'on est conscient qu'il y a un modèle d'entreprise qui serait celui de l'employabilité, mais qu'il y a aussi en fait des forces et des faiblesses dans ces trois modèles, le dernier étant la communauté de métier, et qu'on peut assumer peut-être dans son organisation que des gens vivent selon des représentations qui soient plurielles. Ça, j'appelle ça l'interculturalité, pas la diversité, ou en tout cas la diversité de traitement, mais on est tout à fait en phase avec cette idée. Je vais tenter de synthétiser tout ça. Génération mosaïque, d'accord. Puis ensuite, ceux qui sont nés dans les années 70, génération réseau. Nous sommes bien d'accord. Ouais. La génération mosaïque, on va retenir immédiateté, connectivité et puis surtout une appréhension du réel à travers un écran. Oui, j'ajouterais aussi, si vous le permettez, le jeu. Et le jeu? Jouer de ses identités, jouer avec son N+1 aussi. Ouais. On va voir si c'est possible. Donc, génération naturelle, donc ça c'est celle, je vais résumer, de mai 68, génération héritage, 70 ans, et puis la génération métaux. À la question, puis-je compter sur ce jeune de la génération mosaïque? Il y a trois choses à distinguer. Il y a le système de la loyauté, de la fidélité contrainte. Il y a le système où ce n'est pas le patron qui fait ma carrière, mais c'est le marché. Du coup, je deviens là, je m'inscris dans un système d'employabilité. Oui, qu'est-ce que je vaux sur le marché? Quelles sont les opportunités qui s'offrent à moi? Et puis enfin, dernier point, c'est ce qui fait ma carrière, c'est surtout mon inscription dans un réseau, dans un tissu professionnel. Je crois. Ce serait ça? Oui, tout à fait. Mesdames et messieurs, je vous avais dit, la parole serait à vous. Elle l'est désormais. Avez-vous des questions à poser? Sinon, je peux vous assurer que j'en ai pas mal. Mais je préférerais de loin, voilà, vous donner la parole, s'il vous plaît. Voilà, voici un micro. Sonia, je vous en prie. Oui, j'avais une question à vous poser. Vous parlez de la génération mosaïque. De mon point de vue, peut-être un peu avec un côté bobo, dont vous parlez que des diplômés.
Oui. Que faites-vous de la génération dite mosaïque, de gens non diplômés des cités, que nous retrouvons quelquefois dans nos entreprises? Quand on parle d'une mosaïque qui est HEC, c'est moins compliqué qu'une mosaïque qui n'a pas de diplôme. Oui, tout à fait, oui. Je m'inscris tout à fait dans ce que vous dites. C'est-à-dire que le lieu de résidence, par exemple, va être un facteur tout à fait négatif sur le simple envoi d'un CV. L'apparence physique va jouer comme un effet de discrimination directe, c'est-à-dire qu'on va avoir un classement vertical de la candidature, c'est une évidence. Alors là, vous m'amenez sur des terrains qui sont des terrains plus concrets. Faut-il, par exemple, en entreprise, par rapport à des profils qui ont des difficultés objectives à s'intégrer, mettre en place un système de CV anonyme, alourdissant peut-être l'ensemble de notre processus de recrutement. Donc ça, c'est quels choix, quels outils on fait par rapport à cette question des inégalités qui se creusent. Vous avez raison, madame, de dire en fait qu'au sein, et je le redis, au sein d'une classe d'âge, je crois qu'il y a plus d'inégalités au sein de la classe d'âge qu'au sein des générations entre elles. Alors là, ça pose la question de la discrimination. Ça pose la question pour les femmes, c'est une évidence, mais ça pose aussi la question pour des personnes qui n'ont pas notre couleur de peau, qui n'ont pas la bonne adresse, qui n'ont pas en fait confiance en elles. Alors, on connaît bien l'image du plafond de verre. L'image du plafond de verre, c'est l'idée en fait que je ne pourrais pas progresser dans l'organisation parce qu'en fait, très tôt, très petit, on m'a dit « c'est pas pour toi ma fille, c'est plutôt un métier d'homme ». Très bien. Ou alors, on aurait dit à Toulouse, et là je vais discriminer, non, tu vas pas faire de la danse, mon garçon, tu vas faire du rugby. Vous vous souvenez du film Billy Elliot? Là, on est dans une forme de plafond de verre. Et moi, ce que j'observe aussi, est fort, c'est l'idée très préoccupante pour cette génération mosaïque, et génération réseau aussi, des parois de verre. C'est que non seulement il y a des mécanismes d'autocensure qui sont au-dessus de nous, comme le plafond, et qui font qu'on ne se donne pas le droit de progresser, mais il y a aussi sur les côtés l'idée qu'on est trop vieux, que c'est plus possible de changer de métier, de changer d'entreprise, voire même d'accéder à une entreprise parce qu'on n'a jamais reçu de réponse à ses candidatures. Donc ça, c'est l'idée des parois de verre. Et là, c'est une préoccupation pour moi de l'intergénérationnel. C'est, à mon avis, vraiment à combattre, parce que vous évoquiez les bobos, j'ajouterais le jeunisme. C'est-à-dire qu'on est dans l'idée d'un sentiment de fin de vie professionnelle. J'emprunte ce concept à Jean-Marie Peretti. Sentiment de fin de vie professionnelle. Moi, ma grande préoccupation, et je suis sûr que c'est la vôtre, c'est que l'idée qu'on a, que c'est déjà trop tard, si on cartographie un peu tout cela, c'est de plus en plus tôt, c'est de plus en plus jeune dans les têtes. Si on est un cadre diplômé, on se dit « je ne suis plus dans le vivier d'où émergeront demain les meilleurs, et j'ai 37 ans, 38 ans, qu'est-ce que je vais faire de la suite ?» Donc ça, c'est une sacrée préoccupation. Et puis, si on n'a pas accédé à un emploi, en fait, on va être alors là vraiment dans une situation de cercle vicieux, sans réseau social, sans possibilité dans l'interaction. Donc ça, c'est l'idée que je vous propose des parois de verre et du sentiment de fin de vie professionnelle, qui est une vraie préoccupation pour l'ensemble des citoyens et qui touche en fait à l'idée que je me fais de ma propre vulnérabilité, de mon propre âge, tout simplement. Et puis, imaginons que nous soyons, et nous le sommes, généreux. C'est-à-dire que plutôt que de recruter des candidats issus d'HEC ou de l'ESSEC, on se dit cette fois-ci, non seulement je vais essayer de valoriser l'intergénérationnel, mais je vais choisir quelqu'un qui ne me ressemble pas. Alors déjà, la question mérite d'être posée. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui ne me ressemble pas quand je suis chef d'entreprise? Et alors, je vais aller essayer de trouver quelqu'un qui habitent dans des quartiers que je ne connais pas forcément bien, ou en tout cas qui sont à côté de mon entreprise. Et là, il y a un mécanisme que je vous propose qui est un mécanisme aussi assez pernicieux d'autocensure. Si vous recrutez la personne seule, en fait, elle va rentrer dans votre organisation, et puis vous connaissez les portes de grands hôtels. Emportée par son élan, vous allez lui demander, en fait, parce que vous êtes convaincu qu'elle va vous apporter quelque chose, cette personne issue, par exemple, de quartiers sensibles. Vous allez la faire rentrer. Vous voulez la faire rentrer. Et puis, emportée par son élan, elle va en réunion proposer des idées nouvelles. Elle va critiquer une politique achat, mais au sens positif. Elle va faire le choix de nouveaux sous-traitants, et ainsi de suite. Et puis, emportée par son élan, elle va rester cette figure différente que vous souhaitez avoir. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Elle est ramenée sur le trottoir, tout simplement parce que nos équipes n'ont pas su l'intégrer. Vous vouliez l'intégrer, cette personne différente, cette personne qui n'est pas favorisée par la vie ou par la naissance.
Mais en fait, le système humain qui est le vôtre ne l'intègre pas. Alors ça, c'est la notion de porte pivotante et qui est encore plus grave parce que pour peu que la personne, non seulement quand elle revient sur le trottoir, elle se dit « je ne suis pas faite pour cette entreprise », elle a tort. Elle pourrait être faite pour cette entreprise, mais c'est le temps long des ressources humaines qui ne l'a pas intégrée. Et la deuxième chose, et ça rejoint tout à l'heure les échanges que nous avons eus sur les quotas, si vous êtes allé un petit peu fort sur le côté étiquetage, sur le côté ambassadrice d'une communauté ou d'une population, ou d'une catégorie de population, toutes les personnes qui seraient supposées lui ressembler vont se dire aussi « c'est pas non plus fait pour moi ». Alors moi, le constat que je fais, c'est que quand on souhaite intégrer quelqu'un qui ne nous ressemble pas, il faudrait pouvoir avoir la possibilité d'en faire venir 2 ou 3 ensemble. Alors évidemment, le budget ne le permet pas, mais c'est une vraie préoccupation. C'est-à-dire comment je décode, comment je décrypte la réalité de l'entreprise. Et les jeunes, la réalité de l'entreprise, ils la connaissent souvent très tard. Donc ils n'ont pas non plus les moyens de la décrypter. Merci beaucoup, Pierre. Autre question ? Oui, monsieur. Est-ce que ces jeunes sont capitalistes ? Ah, est-ce qu'ils sont capitalistes ? Par intermittence. C'est-à-dire que la première fois que j'ai eu un entretien de recrutement, et je suis sûr que ça vous est arrivé, quelqu'un qui m'a dit « Monsieur, est-ce que dans un an et demi, est-ce que je pourrais faire un congé humanitaire ?» Alors là, je dois dire que j'ai été profondément surpris. Alors la question va vous être posée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle reste encore un peu en suspens, mais demain, en fait, ce sont des personnes qui vont vouloir entrer dans cette économie marchande, mais qui vont vouloir donner sens, peut-être plus que d'autres générations, à leur parcours de vie par une présence dans l'économie non marchande ou dans l'humanitaire ou dans des phénomènes associatifs réels. Et alors, ce qui est assez difficile, c'est qu'en plus, ils souhaiteraient, et c'est assez injuste d'ailleurs, ils souhaiteraient que vous connaissiez les talents cachés ou périphériques dont ils disposent, qu'ils exercent ailleurs que chez vous, et ils souhaiteraient en fait que vous soyez capable de les évaluer quand vous jugez de leur évolution professionnelle dans votre entreprise. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine manière, on est avec des personnes qui, tout de suite, pensent un équilibre entre marchands et non marchands. Donc ils sont capitalistes, oui, mais il faut bien subvenir à ses besoins, mais en tout cas, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de notre destin professionnel et personnel. Il y a coexistence, moi je vous propose cette idée, il y a coexistence de parcours professionnels, et il y a bricolage d'identité personnelle. Et ça, c'est à mon avis quelque chose qui existe pour des femmes et des hommes qui ont des ressources, le diplôme notamment, les conditions familiales opportunes, mais qui existe aussi en sommeil et qui souhaiterait être développé chez des personnes de plus basses conditions sociales. Je crois que ça, c'est un vrai signe des temps. L'entreprise n'est pas fustigée d'ailleurs en tant que telle. Si vous regardez des sondages qui sont tout à fait instructifs, il y a d'un côté, je lisais encore en préparant notre séance, notre plénière, 51% des Français qui, dans un sondage sérieux, ont une idée de la jeunesse qui est plutôt négative. Je dis plutôt négative ou très négative, 51%. Donc on voit bien ce conflit de rationalité. Puis de l'autre côté, en fait, il y a des jeunes qui ne fustigent pas le capitalisme, ils fustigent certaines formes de capitalisme. Je crois que c'est tout à fait différent. Et en tout cas, ils nous demandent de prendre au sérieux leurs demandes. Et leurs demandes, elles concernent le temps, on l'a exprimé, travail à distance, gros coup de collier, journée off. Elles concernent aussi la capacité qu'on a à donner le sens de l'étoile et le chemin, j'y reviens. C'est-à-dire la capacité qu'on a à montrer qu'on est compétent aussi, un peu, sur le pôle technique, sur le socle métier. Ça, je crois que c'est une très grande préoccupation chez eux. En fait, ils n'aiment pas le jeu, toujours. En tout cas, ils n'aiment pas le simulacre. C'est-à-dire que c'est des personnes qui veulent vous mettre en situation d'exigence très tôt, très vite. D'ailleurs, on les reconnaît, c'est pour moi assez positif. J'essayais d'identifier mes potentiels dans cette jeune génération, à une capacité qu'ils avaient à voir quand ma porte était entrouverte et à rentrer dans mon bureau, à poser une question selon leur propre rythme et à être parti quand moi je voulais poser la question. Alors c'est tout à fait saisissant, mais j'y voyais moi un aspect positif, c'est-à-dire qu'ils sont capables de revenir ensuite dans une autre séquence de temps non choisie pour vous apporter une réponse. Là on est dans une perspective intéressante, interculturelle si on s'y prend bien. La perspective la plus affolante, ça serait d'une certaine manière d'imposer un modèle. On assimile. L'entreprise existe depuis très longtemps, nous en connaissons ses mythes fondateurs et nous sommes capables de proposer un modèle pour toujours. Ça, c'est une approche monoculturelle. Il y a une autre perspective
Après tout, ces jeunes, laissons-les travailler comme ils veulent. On est là dans le multiculturel. C'est-à-dire que le différent existe, mais on le laisse côte à côte. Laissons-le au bout du couloir, il sait faire. Et moi, ce que je crois très important, et ce congrès, je crois, en est une expression, les propos échangés, juste avant moi aussi, je crois, c'est une perspective de reconnaissance. C'est-à-dire dans quelle mesure on peut passer de la diversité où on se côtoie à une reconnaissance où on s'apprécie. Mais ce que je voudrais dire, c'est que si on fait vraiment ce chemin, avec notamment des plus jeunes, au départ, il y a sous-performance. Et je crois que ça, c'est quelque chose à assumer. C'est-à-dire que quand on travaille avec des gens qui ne nous ressemblent pas, il faut, pour un chef d'entreprise, assumer une part de sous-performance. Alors, comment vous passez ces messages? Ça me paraît très intéressant. Oui, monsieur. Vous n'avez pas une seule fois prononcé le mot valeur. Qu'est-ce que vous pourriez dire de leurs valeurs humaines, morales, comportementales? Oui. Alors, je distinguerais 3 types de valeurs. Celles qu'on affiche, c'est-à-dire celles que l'on fait naître sur des brochures, sur un site internet, celles qui pourraient mobiliser dans des chartes. Ça, c'est les valeurs affichées. Celles qu'on institue en tant que chef d'entreprise, c'est-à-dire comment on décline ces valeurs affichées en organigramme, en procédure, en standard qualité, en manière d'organiser le travail. Et puis je crois qu'il y a un 3e niveau de valeur, et cette génération est particulièrement sensible à ce 3e niveau de valeur aussi, ce sont les valeurs réellement vécues par les personnes. Et là, on est dans l'écart entre ce qu'on affiche, ce qu'on institue et ce qu'on vit. Et ces personnes n'hésitent pas en fait à vous dire, et ça c'est un changement peut-être, mais prenons-le positivement, à vous dire qu'il y a un écart entre, par exemple, la politique de recrutement que certains grands groupes ont sur des forums, cultivant la mobilité géographique, cultivant l'accès au numérique, cultivant la possibilité d'être en réseau, et puis la première semaine, vous n'avez toujours pas de login et de password et vous n'êtes pas sûr d'avoir un ordinateur. Et là, on est vraiment dans un décalage profond qui fait qu'ils sont particulièrement capables de faire la différence, je crois, entre valeurs affichées, valeurs instituées et valeurs vécues. Et du point de vue des valeurs, je crois que moi, je le ressens dans tous les entretiens que nous menons avec mes équipes de recherche, il y a une très grande résistance, de plus en plus forte d'ailleurs, à l'idée de valeurs affichées qui seraient suffisamment capables d'attirer les ressources. Et là, on est dans un dilemme entre une éthique de la conviction et une éthique de la séduction. Je crois qu'ils ont fait le tour de l'éthique, enfin en tout cas pour ceux qui sont en situation d'avoir le choix. Encore une fois, les différences et les inégalités sont profondes au sein de cette classe d'âge. Mais pour les mieux nés, en quelque sorte, ou les plus favorisés par le sort, ils sont capables de dire l'écart qu'il y a entre la promesse et puis la réalité au quotidien. Ça m'apparaît pour nous une très grande préoccupation. Question encore? Oui. Je crois. Est-ce que cette préoccupation n'est pas vieille comme le monde? On a retrouvé en fait une poterie dans les ruines de Babylone où était écrit « La vieillesse est pourrie depuis le fond du cœur », donc la jeunesse aussi. Et donc je crois que d'une certaine manière, cet aspect cyclique des générations est vieux comme le monde. Par contre, ce qui n'est peut-être pas vieux comme le monde, c'est la capacité, par exemple, qu'aurait une personne d'être dans le présentiel et dans le distanciel. Par exemple, l'usage des nouvelles technologies. Et l'attente qu'elle a, elle, par rapport à votre entreprise, sur cette capacité que vous avez à la faire vivre dans le distanciel. Par exemple, vous recrutez à travers des jeux sérieux, vous proposez du e-learning en formation, avant même que l'on se rencontre en formation. Vous avez un propre réseau social d'expatriés au sein de votre entreprise qui vous permet de vous sécuriser en cas d'urgence, de coup dur et d'avoir les bonnes adresses. Ça, ce distanciel-là, il n'est pas vieux comme le monde, mais il est un apprentissage, notamment des nouvelles technologies, qui me semble opportun. Puis après, le présentiel, l'équilibre est à fonder pour vous. Mais moi, je suis très, très impressionné par, si je prends qu'un exemple, Thierry, l'exemple du recrutement. L'exemple du recrutement et des attentes de recrutement. Dans une perspective monochronique du modèle de la loyauté, des entreprises qui ont réussi, eh bien, nous étions dans une perspective annonce-candidature papier. Et puis ensuite arrivait le temps de l'entretien de face à face, le médecin qui délivre son diagnostic. Puis ensuite, on intégrait patiemment dans un stage un petit peu long, ou alors on était dans l'urgence de la prise de poste parce qu'il y avait vacances de poste. Là, on est aujourd'hui dans une diversification des méthodes de recrutement. Les réseaux sociaux, des PME aujourd'hui peuvent recruter en créant un site les anciens de mon entreprise, sans passer par un chasseur de tête.
Les jeux sérieux dont j'ai parlé, qui m'apparaissent très intéressants aussi à analyser, on est dans l'expérience du jeu et le recrutement devient un acte de vente. La possibilité de rester en lien avec les anciens de son entreprise pendant très longtemps. Je suis fasciné par exemple que sur Facebook, on ait à peu près la moitié des cadres des grandes entreprises, des 200 plus grandes entreprises sont des chercheurs passifs. C'est-à-dire qu'ils ont un profil, ils n'alimentent pas forcément, mais on est capable de lire en fait l'ensemble de leur parcours professionnel. Ah mais moi je ne cherche pas d'emploi. Oui mais tu es quand même sur les sites de réseaux sociaux. Donc la permanence du questionnement certaine, les modes d'usage et la manière dont ça se manifeste amènent à mon avis plus de complexité, au moins au niveau de la gestion des ressources humaines et de votre responsabilité en tant que chef d'entreprise. Donc ça je crois que c'est un enjeu passionnant Thierry. Je crois que c'est, je voudrais conclure là-dessus peut-être, hein, véritablement, c'est ce que Claude Lévi-Strauss, je me permets de le citer, parce que disait « L'important n'est pas d'ouvrir les autres à la raison, mais de s'ouvrir à la raison des autres. L'important n'est pas d'ouvrir les autres à la raison, proposer un seul modèle de fonctionnement dans son organisation, mais de s'ouvrir à la raison des autres, c'est-à-dire en fait donner sens à des modèles qui sont devenus pluriels. Le recrutement étant une illustration parmi beaucoup d'autres. Hein. Tiens, une autre illustration plus concrète encore. Combien de nous réalisons avec ces jeunes une note d'étonnement? Nous les intégrons à nos équipes et puis on aimerait profiter de cette nouvelle paire d'yeux. Combien d'entre nous, véritablement, nous donnons la possibilité à ces jeunes d'écrire, en fait, librement, hein, ce qu'ils ressentent, ce niveau vécu des valeurs, la manière dont vous les instituez dans des réunions, dans des organigrammes, et puis la façon dont on les affiche. Eh bien, pour le faire et pour l'entendre faire dans un grand nombre d'organisations, petites ou grandes, la note d'étonnement, quand vous la renvoyez, par exemple, en comité de direction, et que ça déclenche un possible plan d'action, c'est une très grande richesse. Et vous le faites en plus dans un contexte sécurisé. On s'interroge qui je mets en copie, qui je mets pour information, comment je vais diffuser cette matière nouvelle. Ça, je crois que c'est pour faire un pont entre ces deux questions. Hein. Je crois que là, on touche à l'authenticité en fait de l'espace concret. La note d'étonnement, c'est un tout petit exemple authentique, si on s'y prend bien, d'espace qu'on donne à ces gens qui ont envie de parler, qui ont envie de s'exprimer, qui ont envie de vous dire et de co-construire avec vous. Dernière question. S'il vous plaît, oui. J'ai simplement une question par rapport à la souffrance qu'ont vécue les vieilles générations, les guerres et autres désastres, et cette souffrance qui finalement s'atténue avec le temps que nous passons, puisque depuis 60 ans, il n'y a pas eu de conflit en Europe. Est-ce que les générations justement qui viennent, qui n'ont pas connu ces durs moments, n'ont pas une valeur justement par rapport au travail, par rapport à l'ambition de réussir, de se déplacer pour réussir? Je prendrai l'exemple des Clermontois qui sont montés à Paris parce qu'il n'y avait pas de travail en Auvergne, les générations d'après qui ont été mobiles à travers tout le pays. Et puis aujourd'hui, l'enjeu économique est mondial et on s'aperçoit que ces jeunes, finalement, ils sont très bien dans leur quartier et finalement, ils préfèrent ne pas bouger et ne pas vivre que de partir à l'aventure et chercher un travail. Que pensez-vous de ça? Oui, alors c'est par exemple le lien entre sédentarité, hein, ils restent chez eux, ils s'enferment dans l'entre-soi, la sédentarité, l'idée de la mobilité, et puis l'idée de la mobilité très loin, très lointaine, dans un autre pays. Ce que je constate, c'est qu'on peut afficher certaines préférences et faire l'inverse. Chez mes jeunes diplômés, par exemple, beaucoup disent, pendant les 5 premières années, nous allons faire carrière à l'international. Et en fait, si vous regardez objectivement les chiffres, qu'est-ce qui se passe? Vous avez 15 à 20% seulement des étudiants diplômés de grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs qui vont en fait occuper une fonction professionnelle en dehors de l'Hexagone pendant au moins 1 an et demi. Alors là, il faut raccrocher ça à des éléments de fond. C'est notamment l'endogamie qui est une préoccupation pour moi. C'est le fait qu'en fait, ces personnes se marient de plus en plus entre elles, au sein d'une même classe sociale. Faisant peser sur nous, chefs d'entreprise, ou sur nous, professeurs, une sorte d'obligation de gérer les doubles carrières. Et ça fait le pont avec l'atelier précédent, c'est-à-dire que fort légitimement, les épouses, les femmes, ont envie de faire carrière à égalité, bien évidemment. Donc là, vous avez un phénomène qu'il faut analyser dans toutes ses dimensions. On dit qu'on part, et en réalité, en fait, on part pas forcément à deux. On a, d'une certaine manière, une gestion de sa mobilité professionnelle et familiale, ou alors on ne part pas du tout. C'est-à-dire qu'on s'enracine pour pouvoir donner sens à une autre conception du travail. Alors,
L'autre conception du travail, c'est qu'à 18h30, je m'investis dans autre chose, mais réellement, dans le sport, dans l'associatif, dans un certain nombre de vies professionnelles que je vais avoir aussi et d'engagements personnels qui me sont chers. On est dans un modèle polyactif. Et là, je pense qu'on touche à une vraie préoccupation pour nous, un vrai point de vigilance. Attention à ce que les jeunes, compris les entreprises aussi, affichons, et la réalité des pratiques. L'endogamie le fait de se marier de plus en plus entre soi en France est une vraie préoccupation pour nous. C'est quoi? C'est l'absence de mixité sociale qui est une préoccupation. C'est-à-dire que je ne rencontre pas dans ma vie quelqu'un de différent profondément de moi qui peut éveiller mon regard et m'inviter à l'intelligence de l'autre. C'est ça, ce challenge, d'une certaine manière, intergénérationnel, qui est une opportunité pour nous tous de reconnaissance au travail. Donc là, ça demande des enquêtes fines, je crois, puis ça demande de passer du temps en mixité avec eux, les écouter, les entendre, et puis ne pas être surpris quand un de nos enfants envoie un SMS à quelqu'un qui a des milliers de kilomètres et qui parle en fait de la conversation qu'on vient d'avoir avec son épouse, qui nous apparaît la sphère de l'intime. Décoder, comprendre qu'on est dans d'autres ressorts autour du temps, de l'information, de l'espace social. Ça m'apparaît une préoccupation et je suis absolument certain, une des préoccupations de la thématique qui hérite ce congrès. Puis-je me permettre un coup de gueule, je peux? Bien sûr. Bon. Je serai chef d'entreprise. J'entends bien tout cela, j'entends bien la génération mosaïque, j'entends bien qu'elle a des codes différents, qu'elle veut co-construire, j'entends bien qu'elle veut être construire, j'entends bien qu'il lui faut une étoile et un chemin. Tout cela, je veux bien. Et elle, que fait-elle pour l'entreprise? L'entreprise qui a un passé où des hommes se sont battus, qui ont fait croître cette entreprise, elle, que fait-elle pour l'entreprise? Mais moi, je crois qu'on n'est pas dans une opposition de termes. C'est pas une question d'opposition. Oui, oui, on est dans un dialogue. Tout à l'heure, on évoquait la dimension dialogique. Je pense qu'il y a des formes de rationalité qui ne sont pas en opposition, mais en coexistence. Et donc, ces jeunes sont parfaitement capables de nous accompagner un temps de chemin et de reconnaître que l'effort a été fait. J'en suis convaincu, hein, vraiment. Et donc, on est vraiment dans un challenge de ce point de vue interculturel assez beau à vivre. Et puis, tous ensemble, on va faire cesser ce contexte anxiogène et on va donner sens à nos actes pour que ces jeunes soient peut-être un peu moins pessimistes, mais un peu plus co-constructeurs avec nous. Ils en sont parfaitement capables.